L'invité écho, Jean Lémarie. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron est donc à Moscou. Le chef de l'État discute avec Vladimir Poutine. Vous savez qu'autour de l'Ukraine, les enjeux sont politiques évidemment, mais qu'ils sont aussi économiques. Et c'est de ça qu'on va parler avec l'invité écho de France Info ce soir. Bonsoir Marc-Antoine Elmadzega. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous connaissez très bien la Russie et en particulier la question du gaz, enjeu central dans cette affaire. Aujourd'hui, pour ses approvisionnements en gaz, l'Europe dépend très largement de la Russie. Est-ce que on va assister là, dans les prochaines semaines, à une guerre du gaz également ? La guerre du gaz est lancée depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années en réalité déjà. Elle connaît des différents soubresauts, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, dans ce contexte militaire des plus tendus, le gaz joue un rôle. Alors, structurellement, l'Europe est très dépendante, vous l'avez dit. On consomme le gaz dans les industries, notamment la pétrochimie. On le consomme dans le secteur de l'électricité, dans de nombreux pays, par exemple en Italie ou en Allemagne, surtout des pays qui n'ont pas ou peu de nucléaire. Et puis on le consomme dans le secteur résidentiel, c'est chacun chez soi pour le chauffage ou la cuisine. Et donc effectivement, la Russie est le premier fournisseur. Les prix sont à des niveaux extraordinairement élevés. À cause de cette situation aussi ? En partie, absolument. Et puis, à cause de plusieurs éléments du contexte mondial, avec une très forte relance économique, une très forte demande, et puis des approvisionnements qui ont été perturbés dans de nombreux pays, fournisseurs, mais aussi parce que la Russie limite ses approvisionnements. La Russie nous dit, ce n'est pas pour des questions politiques, c'est parce que il manque un peu de gaz, il fait très froid en Russie, c'est l'hiver. Et puis, évidemment, en Europe, on se pose quand même beaucoup de questions, parce que la Russie a généralement fourni beaucoup plus, en particulier en hiver, quand la demande est la plus élevée. Presque la moitié du gaz importé en Europe vient de Russie. Qui, sur le continent, a le plus besoin du gaz russe aujourd'hui ? Ce sont les pays d'Europe centrale, et puis c'est surtout l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le plus grand marché gazier en Europe, c'est le plus grand client de Gazprom, le monopole russe qui fournit le gaz par gazoduc. Alors, il y a un petit peu de gaz qui arrive par méthanier des bateaux, mais l'essentiel, c'est Gazprom, ce sont des gazoducs, et c'est l'Allemagne le plus grand client des Russes. On va voir ce qui se passe évidemment dans les tout prochains jours et les toutes prochaines semaines. Est-ce que l'Europe peut se passer du gaz russe ? C'est impossible. On peut s'en passer et on devra s'en passer à très long terme si l'on vise la neutralité carbone en 2050. Eh oui, la question du climat, elle est toujours là. Voilà, la question du climat est essentielle, mais dans l'immédiat, dans les 10, 15, même 20 prochaines années, ça sera très difficile parce que le gaz joue un rôle crucial en réalité. Ses émissions sont plus faibles que celles du charbon. Donc c'est plutôt vertueux lorsqu'il s'agit de sortir du charbon. Et c'est une énergie qui est très flexible. Donc elle permet d'allumer, d'éteindre des centrales thermiques au gaz, donc des centrales électriques qui peuvent être du coup mobilisées très rapidement quand on a besoin, par exemple quand il n'y a pas de vent ou quand on a un pic de consommation le soir. Et puis c'est une énergie qui se stocke facilement. Et c'est ça son atout dans cette transition. Où en sont les stocks là, justement, en ce moment en Europe ? Alors, l'Europe a d'immenses stocks de gaz qui correspondent à peu près à 20% de sa consommation annuelle. Ces stocks sont très mobilisés en hiver et généralement sont remplis en été. Donc, on les remplit l'été et puis, du coup, on tire dessus en hiver. Et le problème, c'est que au cours de l'été passé, de l'année dernière, en réalité, on les a très peu remplis. On est entré dans cette période hivernale avec des stocks, alors ça dépend des pays, mais dans l'ensemble, très peu rempli. Donc ça, c'est un sujet de tension aussi aujourd'hui. Alors c'est un sujet de tension parce qu'on sait que à un moment, ces stocks vont être vidés. Et donc quand ils sont vidés, la seule solution pour faire face à la demande, c'est de tirer davantage sur les importations. Mais ces importations-là, évidemment, sont limitées parce que en période hivernale, le monde entier, en réalité, en tout cas le monde entier qui est en hiver, tire sur sa demande de gaz, notamment en Russie. Pour dire les choses simplement, est-ce que vous imaginez, Marc-Antoine Elmadzega, la Russie couper le robinet du gaz vers l'Europe ? Alors, ça s'est jamais vu en tant que tel, que l'ensemble des approvisionnements russes à l'Europe soient interrompus. Ça s'est jamais vu. Mais on a déjà eu par le passé des épisodes, effectivement, de rupture d'un ou deux corridors. Par exemple, l'Ukraine, qui a été interrompue comme état de transit en 2009 pendant 14 jours. Donc, c'était quand même très long.
Et effectivement, toute l'Europe était sidérée, donc on l'a déjà vu. Maintenant, est-ce que ça va se reproduire? Je ne sais pas, mais il y a évidemment de très grands risques à le faire, parce que ce serait sans précédent. Il y a quand même des contrats qui lient les acheteurs à Gazprom, et ces contrats ont quand même des clauses de fourniture minimale, etc. Donc si ces contrats sont violés, c'est l'ensemble de l'édifice contractuel, commercial. Et quel est l'intérêt de la Russie, intérêt économique aussi, là, du coup? Alors, une telle action serait envisageable dans une situation finalement de guerre relativement généralisée, et ce serait une mesure de représailles massive, si vous voulez. Maintenant, donc c'est pour ça que c'est quand même très peu probable. Ce qui peut arriver, si malheureusement la situation militaire se dégrade, c'est qu'il y ait quelques interruptions temporaires, parce que peut-être des infrastructures seront touchées, ou parce que, par précaution, la Russie décidera de ne plus passer, par exemple, de gaz par l'Ukraine, ce corridor-là, et préférera d'autres. Mais il y a une multitude de gazoducs par la mer Baltique, par la Biélorussie, la Pologne, par l'Ukraine, mais aussi par la Turquie ou la mer Noire en service. Donc il y a plusieurs options quand même pour continuer de passer du gaz. Et puis il y a ce nouveau gazoduc Nord Stream 2 qui relie directement la Russie à l'Allemagne, sans passer par l'Ukraine précisément. Est-ce qu'il va entrer en service? Alors, c'est l'un des enjeux du contentieux, parce que les Américains avaient mis des sanctions qui ont retardé son ouverture. Ces sanctions ont finalement été levées. Donc, normalement, l'ouverture doit avoir lieu, mais c'est compliqué parce qu'il faut que le tube respecte exactement la législation européenne. Donc, on attend. Et évidemment, les Russes nous disent, dépêchez-vous de créer les conditions pour que le tube puisse opérer, et à partir de ce moment-là, vous aurez plus de gaz. Mais il y a un certain nombre de règles à respecter, parce que le marché européen est régi par des règles auxquels il faut se conformer, et c'est vrai que ça tombe au mauvais moment en ce moment. Et c'est passionnant, et on pourra parler aussi une autre fois du rôle des États-Unis qui, eux, vendent du gaz naturel liquéfié à l'Europe. C'est une des questions aussi de ce qui va se jouer dans les prochaines semaines. On n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais vous reviendrez. Marc-Antoine Elmazega, merci, directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Vous étiez l'invité Écho de France Info ce soir.